Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous présenter ce sujet, préserver l'eau, ce bien commun qui n'a pas de prix. L'eau est un sujet qui fait actualité, vous l'avez vu malheureusement, avec les records qui s'accumulent de sécheresse. On pense notamment à l'année dernière, 2022, le sujet des bassines qui fait débat, le canal de Panama qui doit restreindre son passage commercial, l'inflation des prix du coton, par exemple, plus 65% sur un an, notamment due à une grosse sécheresse aux États-Unis, qui est le troisième producteur mondial, et qui impacte les marques de vêtements qui se posent la question de continuer à fabriquer à partir de coton. Donc sujet d'actualité, dans plein de géographies sur notre territoire en France, et pourtant un sujet essentiel, un sujet vital. L'eau, essentielle à notre vie, essentielle à l'économie, dans notre quotidien, dans chacun de nos gestes de tous les jours de consommation. Savez-vous combien on consomme de litres d'eau par jour, nous, un Français? Alors 150 litres effectivement d'eau potable pour nos usages, mais si on ajoute l'empreinte globale, l'empreinte eau, on est plutôt, d'après Emma Aziza, à 6000 litres. 6000 litres. Alors, quels sont les principaux enjeux à bien comprendre et pour ensuite se poser la question de comment réussir collectivement à mieux préserver ce bien commun vital, parce qu'on est tous concernés, à la fois particuliers et les entreprises. Toute entreprise, peu importe son secteur d'activité, est concernée par les enjeux de l'eau. Pour explorer cela, on a ensemble 1 heure, ça va passer assez vite, mais on aura quand même un temps de questions-réponses à la fin, donc vous pouvez préparer vos remarques et vos questions. Et je suis ravie pour cela de vous présenter nos 3 intervenants passionnants pour cette table ronde, à commencer par Emma Aziza, que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui. Emma, vous êtes la référente en France du sujet inondation, sécheresse, adaptation au dérèglement climatique. Vous intervenez sur les grands médias, radio, télé. Vous êtes hydrologue systémique. Vous êtes experte des stratégies de résilience des territoires face à ces extrêmes climatiques. Et vous élaborez des stratégies préventives et analysez des leviers d'optimisation pour mieux faire face à ces extrêmes. Et vous intervenez sur les gestions de crise dans les territoires. Vous avez par ailleurs créé Mayan, centre de recherche-action pluridisciplinaire. Et je n'ai pas pu m'empêcher de noter que vous avez travaillé en Colombie avec l'ECOGI sur un diagnostic territorial partagé que vous allez peut-être nous en parler parce que c'était riche d'enseignements. Merci, on est ravis de vous avoir ici aujourd'hui. On a également Alexandre Yachine, qui est délégué général de la Fondation de la mer. Alexandre, vous êtes engagé depuis 15 ans au sein de diverses fondations sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux. Vous avez participé à la création de cette Fondation de la mer en 2015, qui a une approche globale des enjeux de l'océan, et ce autour de 4 pôles: la recherche et plaidoyer, la protection des espèces et des écosystèmes, la sensibilisation des publics, et dernier pilier, la transformation des entreprises. Et vous participez actuellement aux négociations internationales pour un traité à caractère contraignant contre la pollution plastique avec l'ONU. Et enfin, Geneviève Marais, vous êtes présidente fondatrice d'Aquatech Innovation. Vous êtes engagée depuis 20 ans dans les green tech, en partant du constat que nombre de zones sensibles en France sont polluées du fait d'un manque de systèmes de collecte, de traitement et de recyclage des eaux usées. Et c'est pourquoi, en 2018, vous avez cofondé cette start-up pour répondre aux défis de la gestion, aux défis de la ressource en eau, garantir l'accès à tous sur l'assainissement, géré de manière biologique, tout en limitant l'usage d'eau neuve pour l'économiser. Et vous déployez des produits modulaires brevetés sur tout le cycle de l'eau qui sont reconnus par le ministère de la Transition écologique. Et ainsi, vous aidez des acteurs économiques et touristiques qui ont un fort impact, fortement consommateurs d'eau, à réduire leur impact. Merci à tous les 3 de votre présence ici. Je suis ravie de modérer ces échanges pour vous. Pour ma part, moi, j'accompagne les entreprises vers le régénératif et également les leaders, les dirigeants dans leur propre écologie intérieure. Je suis persuadée que la bascule de la société passe par la reconnexion au vivant. Ayant dit ça, je vous propose 1 minute. On va s'offrir ce luxe avant de démarrer le débat.
1 minute de centrage sur le sujet de l'eau. Et oui, c'est notre sujet. On va se prendre le luxe d'oxygéner notre cerveau. C'est l'heure du déjeuner, on a eu des conférences ce matin, on en a peut-être après. Je vous propose seulement 1 minute de prendre un temps pour vous de reconnexion à ce thème de l'eau. Pour cela, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux, prendre une profonde inspiration par le nez et expirer. Et ressentez que tout votre corps est composé d'eau à 65%. Chaque cellule, chaque organe de votre corps, votre cerveau est entièrement composé d'eau, entouré d'eau. Et imaginez l'arrivée de l'eau sur Terre date de sa création il y a 4,6 milliards d'années. Que l'eau de votre corps vient de cet héritage ancestral depuis l'océan. D'ailleurs, nos larmes sont salées comme l'océan. Et que cet infiniment petit de vos cellules dans votre corps est relié à cet infiniment grand de notre planète bleue. Et vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire. Et merci à chacun de vous, chacune, d'avoir joué le jeu, de cette pleine présence. Et on est maintenant pleinement en disposition pour écouter Emma Aziza. Merci Emma de nous dresser un panorama des enjeux à avoir en tête, notamment l'approche systémique de l'eau. Merci. Merci pour cette introduction. Je vais peut-être pas partir tout de suite alors sur les problèmes, on va rester un petit peu sur la beauté de la question de l'eau et de tous ces enjeux. Peut-être pour continuer sur ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous connaissez les 2 organes qui sont le plus remplis d'eau dans notre corps, mais c'est le cerveau et c'est notre cœur. Donc il n'y aurait pas d'intelligence, il n'y aurait pas d'amour si jamais nous n'avions pas d'eau. Donc pour continuer sur cette minute et ce temps suspendu, simplement essayer de comprendre ensemble peut-être ce qui se joue aujourd'hui sur la planète. C'est vrai que nous sommes une planète bleue, nous n'avons jamais vraiment manqué d'eau sur Terre, mais par contre cette eau, elle est terriblement mal répartie. Il y a 9 géants mondiaux de l'eau. Le Canada en fait partie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la Russie, la Chine, l'Inde. Mais alors qu'est-ce qui se passe finalement sur cette eau et comment cette eau est en train de se transformer et surtout, nous, à notre échelle en France, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? Un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau. Bien sûr, nous avons connu de très grandes inondations, nous avons connu des phénomènes même monstrueux qui, à l'époque, d'ailleurs, faisaient penser à déjà des prémices de changement climatique. Au début du 19e siècle, on a aussi connu de très, très grandes sécheresses, mais là, il se joue quelque chose de complètement différent. De différent parce qu'on voit à quel point ce qui se transforme, c'est principalement ces records de température qui s'additionnent les uns derrière les autres et qui nous racontent une nouvelle histoire de la France qu'on n'a peut-être pas envie de voir, qu'on ne veut pas regarder en face. Et pourtant, les choses vont très très vite et avec l'eau, et on a besoin d'énormément d'humilité, on a besoin de comprendre à quel point notre fragilité peut être absolument saisissante et surtout à quel point nous sommes tellement dépendants de l'eau. Alors vous en parliez tout à l'heure, dépendant de cette eau que l'on consomme derrière effectivement notre quotidien. Alors si on regarde derrière l'eau réellement consommée, on est plus sur du 210 litres, mais sauf qu'on en perd beaucoup, on a beaucoup de fuites sur le chemin, donc on finit par en avoir que 149, 150 litres d'eau par jour qui nous arrivent. Mais effectivement, c'est cette question de l'eau cachée, de l'eau qu'on n'a peut-être pas voulu voir, de l'eau qui vient d'ailleurs, tellement d'ailleurs qu'on a encore moins envie de regarder. Et pourtant, c'est cette eau qui sous-tend tous nos systèmes économiques.
nous ne serions pas tous habillés ici si on n'avait pas eu un coton qui avait poussé massivement dans des zones qu'on a décidé d'aménager avec de la culture intensive où on avait tellement besoin de croissance et tellement pas assez de pluie qu'il fallait aller prélever cette eau dans les nappes profondes. Et puis l'avènement de l'innovation est arrivé et a permis à l'homme et sa vision très anthropocentrée, toujours derrière, en s'appropriant ce bien commun, derrière de se dire que c'était peut-être pas suffisant d'avoir construit 800 000 barrages dans le monde, 52 000 barrages gigantesques parmi ces 800 000. C'était peut-être pas suffisant de dérouter les cours d'eau, de vider des mers intérieures comme la mer d'Aral, qui derrière est l'exemple et l'illustration du fait qu'on est capable de vider 2 fois l'équivalent de la Belgique pour alimenter nos t-shirts en coton. Et plus tôt dans l'histoire, les vêtements de l'armée soviétique et derrière comment en fait on passe d'un besoin militaire urgent avec une question de géopolitique sous une ère stalinienne à un système dont finalement on ne peut plus se passer parce que ce coton aujourd'hui alimente tous nos magasins. Et effectivement, cette inflation vient nous rappeler à quel point il commence à s'appauvrir dans quelques endroits. Et il va sans doute falloir qu'on ait quelques coups d'avance, comme aux échecs, mais beaucoup de coups d'avance pour qu'on comprenne ce qui se passe sur nos chaînes de valeur et qu'on essaye d'appréhender notre vulnérabilité dans notre modèle. Et donc peut-être simplement revenir sur ces quantités d'eau, cette répartition d'eau sur Terre. Je voudrais peut-être juste remettre quelques chiffres. Toute l'eau de l'océan, qui paraît gigantesque, où on a un peu cette tendance, moi j'entends souvent le fait de me dire « mais vous inquiétez pas, même si on n'a plus d'eau, on désalinisera massivement, on y arrivera ». Effectivement, on peut désaliniser. Hein. Vous avez les Émirats Arabes Unis, EAUO, je ne sais pas si vous l'avez, qui derrière sont un des plus grands désalinisateurs d'eau mondial. D'ailleurs, c'est tout un réseau derrière tous ces pays, que ce soit le Qatar, tous ces pays-là n'ont quasiment pas de cours d'eau naturels qui traversent leur territoire et pourtant ils ont de l'eau parce qu'ils désalinisent massivement et ils peuvent le faire parce qu'ils ont beaucoup de pétrole ou bien ils ont beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup de pétrole ou beaucoup d'argent, on a beaucoup de moyens pour mettre à disposition effectivement une électricité, une énergie très importante que requiert la désalinisation. Alors certes, peut-être que demain, on ira vers de nouvelles innovations, peut-être qu'on utilisera le solaire, mais je ne suis pas certaine que les usines de désalinisation réussiront à remplacer l'intégralité de nos rivières dans le monde. Et ces rivières, elles sont en train de s'appauvrir aujourd'hui. Ces rivières, c'est simplement le reflet superficiel de quelque chose qui se joue beaucoup plus en profondeur. Il faut comprendre que les nappes souterraines, c'est 1/3 de l'eau qui circule dans les continents. C'est-à-dire qu'on n'est pas derrière sur des images un petit peu de poches derrière, sous terre, comme ça. Alors parfois oui, parfois ce sont des poches, ce sont des nappes fossiles que l'on vient vider, qui se sont infiltrées il y a 1 million d'années et qu'on décide derrière de pomper à grands coups derrière de pipelines qui font parfois jusqu'à 40 mètres de diamètre pour essayer de rendre prospères derrière des territoires, mais à quel prix? Et donc il va falloir qu'on commence aujourd'hui à se poser cette question-là. On ne se l'est pas assez posée. Alors on commence maintenant à voir les choses très claires parce qu'on a de nouvelles images de la NASA qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé en 20 ans, entre 2000 et 2020. Quasiment tous les pays du monde ont vu leur niveau de gravité se transformer, changer parce qu'on a surexploité plus les nappes profondes que l'eau n'est capable de pénétrer. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays qui arrivent devant un mur parce qu'elles sont confrontées au fait qu'elles ont surexploité sans s'en rendre compte. Et on ne parle pas que du Maroc ou du Portugal, on parle aussi des États-Unis. Si vous pourrez regarder, il y a un article dans le New York Times qui est paru la semaine dernière qui met en évidence le fait que, en fait, on ne savait pas combien on prélevait dans nos sols, à quel point il n'y avait pas de législation, à quel point on faisait ce qu'on voulait aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et 2 journalistes du New York Times ont fait des mois et des mois d'enquête, ont relevé 60 points
de mesures pour identifier le fait que 11% des États-Unis sont quasiment totalement taris et tout le reste derrière voit les nappes phréatiques chuter massivement. Donc en fait, ils ont surexploité leur propre sol et leur propre futur en fait. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne, c'est que quand on prélève massivement dans des pays comme l'Asie ou comme l'Inde pour pouvoir alimenter des systèmes de Zara, H&M ou encore, parce qu'après la fast fashion, vous avez l'ultra fast fashion, parce que ça n'allait pas déjà assez vite, donc il fallait quand même aller plus vite. Donc on a créé de nouveaux modèles avec des chaînes. Eh bien, effectivement, ça ne coûte pas très cher quand on regarde derrière le prix de l'habit, mais ça coûte bien plus cher derrière si on rajoute le coût environnemental et qu'on comprend que derrière, on est en train de mettre une bombe à retardement sur des pays entiers. Et l'Inde, aujourd'hui, fait partie de ces pays qui, derrière, a fait le choix de contribuer à alimenter toute cette fast fashion, mais qui le payera très cher d'ici 5 à 10 ans. Donc on doit se poser des questions de notre responsabilité d'ici, notre responsabilité d'ailleurs. Toute cette eau dont je vous parlais, cette eau océanique, c'est 96,7%. Ça paraît tellement énorme de toute l'eau qu'on a planétaire. Donc en fin de compte, la majeure partie déjà est salée, pas directement exploitable. Et malgré tout, eh bien, c'est 71% de la Terre qui est recouverte de cette eau. Vous allez me dire, on en a quand même beaucoup, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Si on regarde, c'est effectivement 1,35 milliard de kilomètres cubes. On imagine 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Donc 1 kilomètre cube, et vous en mettez 1,35 milliard, c'est pas mal. Mais si on regarde juste à l'échelle de la planète Terre, eh bien c'est seulement 0,02% de sa masse. Donc en réalité, on croit avoir beaucoup d'eau, on n'en a peut-être pas tant que ça. Et par contre, si on descend à d'autres niveaux et qu'on essaye de comprendre quelle est l'eau directement disponible pour nous, humains, eh bien c'est pas celle des glaciers, dont on voit depuis cet été les courbes aujourd'hui, que ce soit dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, on voit les courbes sortir complètement du cadre du connu en termes de fonte. Mais surtout, donc, la seule chose qui nous reste, ce sont nos eaux souterraines et qu'on est en train de tellement piller qu'on a été capable de jouer nous-mêmes sur l'axe de rotation de la Terre. On est capable de jouer sur le spin terrestre et la manière dont elle tourne juste par nos modes d'activité. Et c'est quelque chose qu'on ne regardait pas. Je sais que j'imagine que vous êtes tous aujourd'hui là parce que vous êtes investis sur ces sujets climat, peut-être sur des sujets RSE, peut-être sur des sujets carbone, et peut-être qu'on s'appuie sur cette victoire atteinte derrière à la COP21 en se disant que bien on avait réussi à mettre tout le monde d'accord, à pouvoir avancer. Eh bien, relisez la documentation finale de la COP21 et vous verrez que n'apparaît jamais ni le mot eau, ni le mot cycle de l'eau. Et donc, c'est en train aujourd'hui de nous revenir devant nous et à quel point nous sommes tellement dépendants, nous n'avons pas voulu voir. Eh bien, l'eau qu'il y a dans nos rivières, celle que l'on pompe et qui est directement accessible, c'est simplement une eau tellement infime, c'est 0,0012% de toute l'eau planétaire. Et donc, face à ce constat-là, on se rend compte que de nouvelles études nous montrent que les lacs, eh bien, 53% des lacs sont en voie de disparition, ils sont en train de diminuer un peu partout dans le monde. Les rivières sont en train peu à peu de s'assécher, donc elles étaient pérennes jusque-là et on les voit de temps en temps dans l'année avoir quelques jours sans eau. Et donc, on voit bien qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se joue, mais surtout une économie pesante, une économie qui est là, une économie qui s'appuie notamment sur des terres agricoles qui sont aujourd'hui en train de se mettre en concurrence. Une terre pour pouvoir produire du bio-gasoil, du biodiesel, qui derrière a besoin de terre et va venir en concurrence avec une terre pour nous nourrir ou une terre pour nourrir du bétail. Donc il va falloir faire des choix, on est à cette heure-là, il va falloir faire des choix conscients, comprendre qu'il va falloir réinjecter le cycle de l'eau aujourd'hui et le respecter, l'utiliser à bon escient, essayer peut-être justement de s'inspirer de ces peuples autochtones qui nous montrent la voie, eux savent comment faire rejaillir les sources d'eau. Et j'en ai été le premier témoin en vivant avec effectivement des communautés Kogi. C'est incroyable, en l'espace de 6 ans, vous leur restituez des terres et ils refont vivre tous les cycles qui étaient complètement malmenés par une agriculture intensive. Ça nous montre déjà quand même quelque chose de fantastique, c'est que la terre est résiliente, elle est incroyablement résiliente. Faut-il encore juste la laisser respirer
et laisser ce cycle de l'eau reprendre son chemin. Je vous remercie. Merci Emma. Je pense qu'on aimerait vous entendre pendant 1 heure. Merci pour ces mots. Face à ces enjeux posés, est-ce qu'au fond, c'est peut-être pas est-ce qu'au fond, on n'avait pas un sentiment d'abondance, de croire que cette eau était infinie, accessible? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui nous aurait donné la possibilité d'accaparer cette ressource, et que là, depuis quelque temps, on commence à voir la rareté, à percevoir, à le vivre à travers les sécheresses? Est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui commence à nous sensibiliser vraiment sur le précieux de cette ressource et sur la nécessité de la protéger? Je voudrais vous entendre, Alexandre et Geneviève, par rapport à ce constat que vient de nous dresser Emma sur cet enjeu de la ressource en eau. Alors, bonjour à tous. Je crois qu'en effet, tout part de là. Le problème de l'abondance, c'est l'incompréhension. On n'a pas conscience, en fait, qu'on utilise tous cette eau sans en mesurer l'impact. Et j'ai quelque chose de flagrant à vous raconter. Hier, on est exposant là sur le salon. Et hier, j'ai un interlocuteur qui gère une entreprise qui venait me demander, solliciter par rapport à son activité. Et puis qui me dit, mais attendez, rassurez-moi, je suis parisien, j'habite un appartement à Paris. Quand je prends ma douche, là, l'eau, elle revient dans le circuit. Enfin, elle redevient quelque chose après. C'était assez flagrant. C'est assez flagrant par rapport à cette abondance où, en fait, tout l'enjeu va être que chacun comprenne ce cycle de l'eau. Et ça va être tout à chacun, nous, professionnels sur le sujet, de prendre le temps d'expliquer et que chacun comprenne bien à son niveau, soit en tant que citoyen, soit en tant qu'entreprise, de bien comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau pour qu'on puisse ensuite agir. En effet, déjà comprendre. Et sur ce cycle de l'eau, peut-être Alexandre, vous êtes justement à travers l'océan sur le grand cycle de l'eau. Mais oui, sur le grand cycle de l'eau, vous l'avez rappelé Emma, on a à la fois une abondance de la ressource en eau qui, en définitive, peut-être n'est pas si abondante que ça. Les océans jouent un rôle évidemment dans le grand cycle de l'eau qui est essentiel. Chaque goutte d'eau finit par arriver dans l'océan. Et nous, la Fondation de la mer, on aime bien avoir une approche globale. Alors évidemment, notre sujet c'est l'océan, mais on aime bien parler d'hydrosphère. Et cette approche globale justement du grand cycle de l'eau qui nous permet de conscientiser que chaque goutte d'eau va passer par l'océan et que donc la qualité de l'eau salée a un impact aussi sur l'eau, in fine, que nous allons nous-mêmes consommer. Et donc on est dans un cycle qui est à la fois possiblement vertueux, mais qui peut très vite devenir vicieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des microparticules de plastique au sommet de nos montagnes. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus du plastique. Pourquoi il n'a plus du plastique ? Parce qu'il y a du plastique dans l'océan. Et ce simple constat, il nous permet de pouvoir conscientiser justement l'importance pour nous, parce que ce sont les activités de l'homme à terre essentiellement qui ont un impact sur cet écosystème, qui est peut-être le seul écosystème qu'on ne peut pas réellement détruire, l'océan. On peut le dégrader à l'infini, on ne pourra pas le détruire. Mais nous le dégradons et ô combien nous le dégradons. Et alors, une petite anecdote, parce qu'on a fait un travail, ça rejoint ce que vous disiez Emma, à la Fondation de la mer, pour cartographier les grands fonds marins et le fond des océans, en cumulant tout un jeu de données qui existait mais qui n'avait jamais été consolidé. Et alors nous le savons tous, je ne vais pas le répéter, vous le savez tous naturellement, la France a le 2e espace maritime au monde. Bon. Mais quand on regarde la profondeur des océans et du coup la profondeur des grands fonds marins, nous sommes le premier au monde, devant les États-Unis qui ont un plateau continental qui descend beaucoup plus lentement que le nôtre. Donc d'une certaine manière, nous sommes, nous, Français, si on considère l'ensemble de l'eau salée, l'eau douce, la première réserve mondiale d'eau. En cela que nous sommes le pays qui a le plus d'eau, si on considère nos océans. Donc il y a une responsabilité impérieuse pour nous
de pouvoir respecter, de pouvoir agir. Et c'est un combat qu'on mène on va en parler, le problème est systémique, donc il faut pouvoir avoir cette approche systémique. Encore peut-être un mot. Oui, il y a cette responsabilité française. 60% de la surface de l'océan, c'est la haute mer. Ça fait la moitié de la surface du globe à peu près. Donc c'est un espace qui juridiquement n'est à personne. C'est un bien commun. On dit c'est l'océan bien commun de l'humanité. Mais attention, il n'est à personne, ça veut dire que c'est notre bien commun, donc en fait il est à tout le monde. Et il y a, on peut le saluer, un certain nombre de dispositions qui sont prises en ce moment pour pouvoir régir cet espace et ce bien commun, cette réserve d'eau qui, in fine, a un impact sur notre quotidien, bien que nous ne puissions pas en avoir connaissance ou conscience de manière immédiate. Et c'est ça, et c'est là que nous souhaitons agir avec la Fondation de la Mer. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui sont riches en eau sont ceux qui sont soumis à des vents dominants qui arrivent de l'océan. Et comme vous le dites très bien, la France a cet océan Atlantique qui nous apporte des quantités d'humidité extrêmement importantes et nous permettent d'avoir ces précipitations qui arrivent sur Brest, par exemple, et qui ensuite continuent leur chemin par un cycle de l'eau et finissent par nous permettre d'avoir des pluies dans le Grand Est, à Strasbourg. Et ce qui se passe actuellement, et ce qu'il faut comprendre, et je prends l'exemple aussi du Brésil, qui est un géant mondial de l'eau, parce que ces vents dominants vont directement, justement, de l'océan vers la terre. Et les déserts, souvent, ce sont des vents dominants qui viennent de la terre vers la mer. Le fait de voir un changement climatique s'installer en France, le fait d'avoir de plus en plus de situations anticycloniques, à l'image des 10 jours qu'on a pu vivre à Paris, et derrière de ces situations qui en plus s'accélèrent avec des températures qui augmentent le flux d'évaporation, eh bien, au lieu de gagner de l'eau, cette masse d'eau fantastique qui faisait de la France un pays tempéré et un pays riche en eau, eh bien, nous sommes en train de massivement perdre notre eau. Et nous la perdons à la vitesse de la manière dont nous avons aménagé nos territoires. Plus nous avons urbanisé, anthropisé et finalement empêché ce cycle de l'eau dans nos villes, plus nous avons décidé de compacter les sols, de retirer de la vie dans ces sols, eh bien plus nous empêchons à l'eau de faire son travail et moins nous la conservons. Donc nous avons un problème majeur qui est celui d'une réalité d'un territoire qui s'appauvrit. Et face à ça, le changement climatique vient accélérer la zone. Finalement, c'est un petit peu comme si on avait des comorbidités et vous avez un virus qui va venir nous atteindre. Eh bien, il atteint surtout ceux qui sont plus faibles. Et je crois qu'on n'a pas compris qu'en continuant tous les jours aujourd'hui, parce que tous les jours, au moment où on parle, on continue à arracher des haies, on continue à assécher des mares, on continue à complètement détruire des zones humides, eh bien, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut restaurer ces cycles-là et qu'on en a besoin, on ne démarrera pas le fait d'enclencher la résilience. Et vous pouvez mettre toutes les innovations possibles. Derrière ces innovations, elles ne recréeront pas des cycles biogéochimiques. Voilà. La France est en train de perdre son eau. Oui, oui. Après, c'est fini la phase de grossesse. On passe à la perte des os. On avait tout pour comprendre. Hein. Ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Maintenant, il va falloir gérer l'accouchement. Et là, vous nous montrez que l'eau est liée à ce sujet du climat, du dérèglement climatique, que les sujets sont reliés. L'eau, c'est une des 9 limites planétaires. Évidemment, il n'y a pas que le climat, que l'eau est également liée à la biodiversité, que quand on épuise la ressource eau, on épuise le vivant, au final. Et sur cette notion, alors, de territoire, au sein d'un même territoire, en France, on est sur les bassins versants, comment est-ce qu'on peut réussir à concilier des usages différents, de différents acteurs sur un même territoire, avec cette eau qui est en train qui pour beaucoup est polluée, en train de s'épuiser? C'est un vaste sujet parce que, en réalité, la question qu'on devrait se poser, que peut-être on n'ose pas encore complètement se poser, c'est de quoi a-t-on réellement besoin? On a besoin de manger 3 fois par jour, un peu en moyenne. Vous pouvez manger un peu plus, un peu moins, mais en moyenne.
On a besoin derrière, on ne peut s'asseoir que sur une chaise à la fois, on peut mettre qu'une montre à la fois sur un bras. Enfin, à un moment donné, on a des limites qui derrière sont humaines. Et le système économique existant aujourd'hui, et la croissance derrière, qui est derrière, et qui sous-tend l'exploitation massive de ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables, et l'eau fait partie de ces éléments qui deviennent non renouvelables. Et la seule eau qui semble renouvelable sur nos territoires, c'est cette pluie. Mais on voit très bien à quel point même ces cycles sont complètement modifiés. Vous avez des périodes sans aucune goutte de pluie, avec des sécheresses historiques. Et puis ensuite s'en suivent des périodes de pluie diluvienne, ce qu'a pu vivre le Pakistan l'année dernière, ce que vit aujourd'hui la Libye ou la Grèce. On voit très bien qu'on est sur un dérèglement massif. Et on n'imagine pas que l'eau est une ressource finie. On se dit que c'est infini, mais non, il y a une quantité d'eau sur Terre. Et on a une quantité d'eau qui est à peu près toujours la même équivalente depuis derrière des millions d'années, qui change un petit peu quand même. On a la haute atmosphère qui se refroidit, on a la basse atmosphère qui tend à se réchauffer. Et avec ce réchauffement climatique, à chaque degré que vous prenez, vous avez 7% de quantité d'eau en plus. C'est une relation physique qui fait que plus vous accumulez de l'eau, comme elle ne reste pas dans l'atmosphère, elle finit par retomber. Et elle retombe massivement et violemment. Et parfois par où on l'attend. D'ailleurs, on voit très bien que de plus en plus d'inondations ont lieu, non pas dans les rivières et dans les limageurs des rivières, mais dans les rues, dans les villes. Donc on voit très bien que tout ça est en train de se transformer. Il va falloir intégrer tous ces enjeux-là sur le patrimoine derrière des gens. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point leur patrimoine peut être menacé, parfois certains plus que d'autres, à travers toute la supply chain. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont très peu regardées. Donc il va vraiment falloir qu'on mette en œuvre toute une vraie réflexion, mais surtout, je crois que la réflexion au-delà de... Parce que ça, c'est encore une réflexion qui conserve nos modèles économiques. La question maintenant, c'est comment on se réinvente avec ces bases-là et comment on crée les jalons d'un nouveau modèle qui intègre, qui laisse sa place à ces cycles. Et là, on n'y est pas encore. Et on a encore un grand chemin devant nous parce qu'on est extrêmement dépendant de cette eau d'ailleurs. On a l'impression que derrière, on nous parle d'agriculteurs. On a vu les tensions menées par les bassines et souvent on nous dit oui, mais c'est cette agriculture qui vous nourrit. Non, ce sont les supermarchés qui nous nourrissent. Et derrière, ce sont les 25 000 produits derrière qui viennent d'ailleurs, qui nous nourrissent. Donc c'est l'eau qui vient d'ailleurs et cette eau ailleurs, elle commence à manquer. Donc il va falloir construire les jalons d'une résilience alimentaire, de retrouver ces équilibres, de peut-être baisser certaines collections pour arriver juste à des choses plus essentielles. On peut avoir un choix sans avoir un choix multiple. On peut décider conjointement de ne plus accepter des modèles qui ne vont plus dans le sens derrière de notre futur et du futur d'autres populations dont on est aussi responsable. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à réinventer et surtout du respect à mettre dans chaque chose et beaucoup de cohérence. C'est ce qui nous manque le plus. Par exemple, on a massivement planté des arbres dans des villes. D'ailleurs, on entendait Hugo Décrypte dernièrement parler au président de la République et derrière nous dire effectivement, il va falloir planter des arbres. C'est la solution. Mais si vous plantez des arbres partout et que vous avez un arrêté de sécheresse, il va se passer ce qui s'est passé dans des grandes villes en France l'année dernière. Tous les arbres vont mourir parce que derrière, vous ne pouvez plus les arroser. Donc si vous ne concevez pas en même temps la manière de récupérer l'eau au moment où elle tombe pour la magnifier, pour l'optimiser et pour permettre justement de créer ces canopées, ces zones-là qui vont aussi nous protéger des défis qu'on a devant nous et notamment des canicules parce qu'on ne reste qu'humain et qu'à un moment donné, passé certains degrés, eh bien, il y a cette vulnérabilité qui se met en place au-dessus de 26 degrés qui fait que même notre système neurovégétatif endocrinien ne fonctionne plus clairement et qu'on perd trop d'eau, justement, nous aussi, à notre échelle, on transpire, mais en fin de compte, il va falloir qu'on comprenne cette fragilité-là et qu'on mette en place des systèmes à tout niveau, parce que ça joue sur l'économie, ça joue sur la santé, sur l'aménagement des villes. En fin de compte, on a tous besoin de comprendre à quel point cette eau elle est essentielle dans nos vies, à quel point on a besoin de recomposer ces cycles partout. Donc, repenser nos besoins en amont, Déjà. repenser nos besoins, notre manière de consommer, et avoir une pensée globale sur le territoire. Voilà. Si on plante un arbre, mais peut-être que ça a des conséquences effectivement derrière. Il a besoin d'eau. Ouais. Geneviève, est-ce que cette notion de repenser les besoins en amont et d'avoir une pensée globale sur le territoire, c'est quelque chose que vous avez dans votre démarche auprès des acteurs qui sont pour beaucoup très consommateurs d'eau dans les territoires? Alors,
complètement. Puis je rejoins totalement Emma. Hein. L'enjeu va être de repenser le modèle, tout à fait. Parce que nous en tant que solutionneurs, mes interlocuteurs principaux jusqu'à maintenant, c'était les acteurs du tourisme. Je vais partir d'exemples très concrets. Hein. Acteurs du tourisme, donc des hébergeurs, camping, l'hôtellerie. Alors les campings, c'est une concentration humaine importante à un endroit donné. Donc très gros consommateurs d'eau, qui plus est avec des espaces aquatiques très importants. Je dirais que maintenant, les choses ont évolué encore parce que maintenant, ce sont les acteurs de la ville durable. Donc je vais y venir, la nature dans la ville. Et on voit que toute la réflexion, et les questions viennent et se posent, de dire, en effet, j'ai un problème, moi, sur mon terrain, sur mon activité, mais peut-être si on prenait de la hauteur un peu et qu'on regardait le besoin dans sa globalité, peut-être que les solutions là seraient plus pertinentes. Aujourd'hui, un camping, il a un besoin d'assainissement pour être en règle, en conformité avec la réglementation. Mais qu'est-ce qu'il fait de son eau après traitement ? L'enjeu est de pouvoir refaire une infiltration afin de ne pas polluer l'environnement et qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Mais peut-être qu'à côté, il y a un agriculteur qui peut avoir besoin, alors que lui, en tant qu'exploitant, il va manquer de foncier. Cette eau, elle pourrait peut-être servir juste à côté de lui. De même, en ville durable, par rapport à réintégrer la nature dans la ville, en effet, ces arbres, comment pouvons-nous faire en sorte qu'on ne soit plus en train d'arroser avec de l'eau potable ? Aujourd'hui, les solutions existent pour pouvoir peut-être revoir le modèle des constructions. Là où aujourd'hui, je suis heureuse et sensible à ce que les bureaux d'études, les constructeurs, les promoteurs nous sollicitent à la base, et même maintenant, ce sont les aménageurs qui se posent des questions de dire comment pouvons-nous, en effet, agir pour l'eau en bonne intelligence collective et peut-être au niveau d'une parcelle, recycler toutes les eaux usées, les collecter tous, chacun à son niveau, peut-être dans un endroit commun, pour les redistribuer sur les espaces verts ou dans des lieux qui servent à tous, ou peut-être individuellement sur chacun des copropriétés. Donc on voit bien que le modèle, il faut le repenser. La volonté, la prise de conscience est là. C'est maintenant que les actions vont pouvoir se mettre en place. Et quels sont les freins à ça, à ce développement ? Est-ce que c'est faire évoluer la réglementation là-dessus ? Alors, l'évolution de la réglementation, on y est. Hein. Ce sont les grands sujets du moment et je pense que les choses se mettent en place. Je crois que la réglementation, il ne faut pas l'oublier, elle est là avant tout pour protéger le citoyen. C'est après, qu'est-ce que l'on fait de la réglementation et son interprétation. Et c'est là où il faut que les choses se rééquilibrent et qu'elles permettent aux nouvelles technologies d'agir parce qu'elles peuvent apporter en effet des solutions et des réponses. Donc je crois que l'État a, en tous les cas, mesuré l'urgence. Enfin, moi je l'espère, qu'il sera réactif et rapide dans la mise en place de solutions pour accompagner leur déploiement et du coup pouvoir être opérationnel très rapidement. Mais oui, la réglementation est l'un des enjeux. Et Alexandre, j'étais étonnée de voir que vous avez un pôle à la Fondation de la Mer sur l'accompagnement pour les entreprises. Quelle est la démarche que vous avez avec les entreprises sur ce sujet de l'eau ? Comme je le disais, on a une approche globale. On veut parler de l'hydrosphère. Et pour sensibiliser les entreprises à leur lien à l'océan et plus généralement à leur lien à l'eau, on avait en 2017 publié une étude on avait fait un petit raccourci, on avait appelé ça le baromètre de la maritimisation de l'économie française. Donc on avait vu comment l'ensemble de l'économie avait des interactions avec l'océan et comment l'océan contribuait à la génération de valeur en France. On avait sorti un chiffre qui avait été repris par tout le monde. L'océan contribue à l'équivalent de 14% du PIB français. Et je pensais que ça allait créer un grand mouvement et que tout le monde allait comprendre le lien que chaque entreprise, chaque secteur avait aux ODD 6, à l'ODD 14 et qu'il y allait avoir une dynamique. Et il n'en a été évidemment rien du tout. Et donc, nous avons développé, et vous l'avez souligné Amélie, on a un pôle qui est dédié à ça à la Fondation de la Mer, une gamme d'outils très opérationnels pour les entreprises, pour les aider à identifier leur lien à l'eau, à l'hydrosphère, dans son ensemble, fondés sur l'ODD 6 et l'ODD 14. Ce sont des traductions opérationnelles de ces deux ODD qui ont la particularité d'être simplissimes, en cela qu'ils ne créent aucun nouvel indicateur. On va aller chercher des indicateurs sur lesquels les entreprises reportent déjà, on va les agréger, et n'importe quelle entreprise va pouvoir identifier toutes ces interactions, et elles sont très nombreuses et beaucoup plus nombreuses qu'on le pense, avec l'eau, pouvoir quantifier, mesurer son impact et du coup se fixer des objectifs d'amélioration.
Dans le groupe de pilotage que nous avions, il y avait, je tairai le nom de l'entreprise, mais c'est un constructeur de pneus qui est à Clermont-Ferrand. Et qui est venu en nous disant qu'ils étaient intellectuellement séduits par la démarche, mais l'interaction de leur activité avec l'eau et avec l'océan circulait, il n'y a rien à voir. Vous pensez, très bien, venons, faisons l'exercice. Et ça leur a permis, cette démarche très concrète, très opérationnelle, de pouvoir identifier justement tous ces axes, y compris le fait que dans les océans, on retrouve ô combien de microparticules de pneus, qui sont l'une des premières pollutions par les microparticules qu'on retrouve dans les océans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont complètement intégré, y compris dans leur R&D. Et donc, ces outils développés par la Fondation de la Mer, ils sont à la libre disposition des entreprises, c'est gratuit. Ils sont en train d'être adaptés par secteur. Parce que j'ai commencé par penser que c'était bien d'avoir un outil qui soit le plus généraliste possible. Après, il suffit à l'entreprise de faire une étude de matérialité et puis c'est parti. Elle a adapté son outil. Puis on s'est rendu compte que parler à tout le monde, c'était peut-être parler à personne aussi, même s'il y a de très nombreuses entreprises qui, au niveau mondial, utilisent cet outil qui est labellisé par l'ONU. Et donc, on fait ce travail d'adaptation sectorielle et ça permet, sur l'eau dans son ensemble, à l'entreprise de pouvoir se fixer une stratégie qui va rejoindre sa stratégie climat, sa stratégie biodiversité, sa stratégie santé. Et en fait, l'eau, c'est peut-être la thématique qui résonne le plus avec les piliers du développement durable. La lutte contre les pauvretés, le développement économique, la préservation des écosystèmes. On touche à tout quand on pense à l'eau. Mais on n'a pas nécessairement en tête toutes les interactions qu'on peut avoir. Nous, on a essayé de faire ce travail exhaustif. Donc un outil qui est en open source. Open source, labellisé par l'ONU. Et on cherche aujourd'hui des entreprises qui souhaitent être pilotes pour leur secteur, accompagnées par la Fondation de la Mer. Donc je lance un appel aux volontaires. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir, parmi vous, est-ce que vous savez si votre entreprise mesure son empreinte eau ? Ça commence ? Ouais. Ça commence, ok. Et peut-être, on va prendre un temps avec vous pour échanger. Peut-être une dernière question, Geneviève. Peut-être sur le prix de l'eau. Est-ce que là, il n'y a pas un levier sur le prix de l'eau en France ? On en revient au problème de l'abondance. On a parlé réglementation. Tout à l'heure, l'abondance dont on a parlé, je crois qu'en effet, si on en est encore au stade où peut-être quelques-uns laissent couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents, le problème, il vient peut-être du fait que le prix de l'eau n'est pas si cher que ça. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais souvent les prises de conscience passent par ça. Alors, si on parle plus sur le côté solutions à mettre en place, aujourd'hui, justement, l'État accompagne là aussi pour que les solutions puissent être là. Et elles accompagnent les entreprises à déployer des solutions connues et reconnues, comme celles que nous portons, entre autres pour comprendre sa consommation, parce que je rejoins Alexandre, tout passe par la compréhension. Et on met en place des outils qui permettent non seulement de comprendre, mais après d'être un outil de pilotage sur le cycle de l'eau. Parce que ce n'est pas une fois qu'on a compris, après, il faut pouvoir avoir cet outil qui permette d'aller jusqu'au bout de l'action. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple des campings, qui est-ce qui consomme au final l'eau ? C'est le touriste, le client qui est présent. Donc, une fois, OK, on a pointé du doigt le gestionnaire, très bien, il met ses solutions en place, il a fait ses efforts, lui, de son côté, pour tout faire, mais derrière, il faut aussi qu'il ait l'outil de pouvoir sensibiliser son consommateur. Ça va aller jusque-là. Et pour toutes ces solutions, en effet, le frein, le prix de l'eau, il est à mettre en parallèle avec ces investissements qu'il y a à faire. Il va y avoir, là encore, des modèles à revoir. Parce qu'aujourd'hui, si on le prend sur la facture d'eau, on sait la taxe d'assainissement est en lien direct avec la facture d'eau. Que va-t-il être demain pour le professionnel qui recycle de l'eau ? Donc, par définition, cette eau ne repart plus dans le réseau du tout à l'égout. Est-ce qu'il va être considéré dans la démarche et l'investissement qu'il aura fait ? Donc c'est tout un modèle, là encore, qu'il va falloir repenser et auquel des acteurs doivent vraiment s'apprendre le sujet. Est-ce que vous voulez rajouter un mot ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses avec la salle ? Ouais, ça vous va ? On va prendre un temps de questions-réponses parce que c'est toujours un moment intéressant.
et vous pouvez prendre la parole juste avant, parce que je sens que vous avez bien aimé notre temps d'inspiration au démarrage. Et je fais signe à la régie. Là, je vous invite à ressentir en vous qu'est-ce que ça fait, là, les propos que vous venez d'entendre d'Emma, d'Alexandre et de Geneviève. Qu'est-ce qu'il y a, là, qui émerge en vous? Est-ce qu'il y a... il peut y avoir différentes émotions, il peut y avoir... ça peut vous donner plein d'idées, de l'inspiration, de... Voilà. J'aurais aimé pouvoir vous proposer d'échanger avec votre voisin, mais on a un temps contraint, donc je vais peut-être pas le faire. Mais qu'est-ce qui vous vient là à l'esprit de ce que vous avez entendu de ces propos et de ces échanges? Quelques secondes avec vous-même. On s'offre ce luxe. Et cet apaisement. Et maintenant, je vous propose, si vous avez ou des questions ou des remarques, on peut les prendre. On va les prendre 2 par 2 ou par 3. Vous pouvez lever la main et on a des personnes qui vont faire passer le micro. On a déjà ici. Alors, où sont les micros? On n'a personne pour faire passer le micro. Alors, il y a un micro qui est là. Ouais, si vous pouvez faire passer le micro qui est juste là dans le couloir. Merci beaucoup. Participation de la salle, c'est super, on s'entraide. Voilà. Et on va le faire circuler. Juste là, juste là. Ok. Je peux poser ma question? Okay. Bonjour, donc merci beaucoup pour... Il y a un écho, c'est normal? Ok. C'est bon. Ariane Odisio de l'agence Transition. Donc nous, on accompagne des collectivités et des entreprises dans leur stratégie de transition écologique, énergétique, RSE. J'ai une question pour vous 3, mais peut-être plutôt pour Emma, Aziza. Face à l'urgence que vous nous avez décrite et dont on a bien conscience, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi à avoir une réglementation ou en tout cas une réflexion au niveau national ou territorial sur la priorisation des usages de l'eau? On nous a parlé d'efforts de la part des entreprises, donc d'efforts volontaires. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à avoir une réglementation qui ne s'adresse pas uniquement aux consommateurs, mais aussi aux entreprises? Déjà, l'intérêt, c'est qu'au moins, on a un plan eau qu'on n'avait jamais eu en France. Donc, ça montre qu'on a quand même une prise de conscience qui est là. Quand on regarde, non pas la communication qui a été faite sur le plan eau, mais plutôt quand on regarde l'ensemble des 53 mesures, on se rend compte que tout le monde est tout de même concerné. Et toute la question va être de la vitesse de mise en œuvre de ces mesures et de la puissance à laquelle on va pouvoir la mettre en œuvre. Par exemple, dans le plan eau, vous avez notamment, à côté du Nutri-Score, le fait de pouvoir mesurer l'empreinte eau de l'ensemble des produits. C'est des grands défis qu'on a devant nous. Et je crois qu'on en est simplement aux prémices. Il y a eu une communication faite principalement sur les industriels pour le moment. Mais normalement, en tous les cas, tout le monde devrait chercher à y contribuer. Donc après, le grand inconnu, c'est comment ça va se traduire et à quelle échelle de temps et de quelle manière nous-mêmes on est rattrapés dans un monde tellement en mutation où on navigue vraiment dans l'inconnu. Et je crois qu'on peut très clairement le dire. On voit très bien que les températures de ces dernières semaines, les cataclysmes qui peuvent se dérouler partout dans le monde nous montrent que de toutes les façons, on ne sait pas où on va. Et j'espère que la puissance publique rendra à la hauteur de l'enjeu qu'on a devant nous et se mettra à agir. Même si on agit qu'à l'échelle de la France, ce sera au moins déjà ça. Voilà. Ok. On va prendre 2 questions d'affilée. Bonjour, Anne-Sixtine Ange-Albert, je travaille à l'Observatoire de la RSE. On a rédigé un guide sur l'eau et la mer qui est sorti juste avant l'été. Et du coup, je me posais une question. Est-ce qu'il y a un pays qui est, un ou plusieurs, qui sont mieux-disants en la matière, de qui on pourrait s'inspirer, qui sera peut-être en avance sur le sujet?
Merci. Une deuxième question dans la foulée. Oui, bonjour. Je fais partie de l'association des shifters et j'avais une question sur l'évapotranspiration des plantes dans les cycles de l'eau. Si on généralisait les pratiques d'agriculture de conservation des sols, quel serait l'impact justement de l'évaporation-transpiration sur ces cycles? Est-ce que ce serait un faible impact, moyen ou important? Qui a envie de répondre sur cette question? On commence à répondre maintenant? Aux deux? Ok. Je commence par comme la tu veux. dernière. Effectivement, l'évapotranspiration, elle est directement fonction des températures extérieures. Et donc, sauf qu'à un moment donné, il y a une limite sur la plante. Et d'ailleurs, on est un puits de carbone que quand on a derrière de l'eau dans les sols. Donc, en fait, le cycle du carbone est directement lié au cycle de l'eau. Et il y a un emballement. Donc, bien sûr que l'agriculture de conservation des sols, mais aussi le fait derrière d'aller beaucoup plus loin, derrière de restaurer tous ces cycles, de restaurer les pentes, de restaurer les écoulements, de permettre l'infiltration et la maximiser. Et bien derrière, tout ça va dans le bon sens parce que ça permet de recréer tous les équilibres. Donc, on a besoin en fait de restaurer ces phases-là. Que ce soit parce qu'on a découvert dernièrement notamment que ce sont nos forêts qui nous fournissent aussi nos pluies. Enfin, tout ça, en fin de compte, va ensemble. Et donc, il va falloir qu'on soit très vigilant. Et je pense qu'on en est vraiment qu'aux prémices des vraies réflexions. Il y a eu beaucoup d'études en agronomie. Maintenant, la transcription concrète sur le territoire derrière de comment ça doit se mettre en œuvre, il y a un chemin énorme devant nous. Voilà. Alors, pour le pays modèle, moi, je suis désolée, mais j'en ai pas. Ah. J'ai beau aller partout dans le monde, je me rends compte qu'on a une telle vision anthropocentrée sur la nature, sur la rivière. Tout le monde se l'approprie, souvent le plus fort. Il le détourne pour ses besoins propres. Donc voilà, et peut-être, même si je n'ai pas d'idée aujourd'hui de vrai système vertueux, juste dire que même les géants eh bien, peuvent s'écrouler. Le Canada se met à irriguer ses prairies. Il a de plus en plus, au-delà des feux qu'il a connus incommensurables, il a de plus en plus de problèmes avec la question de l'eau et des canicules, même mortelles, des choses qui n'existaient pas au Québec ou au Canada. Le Brésil, c'est pareil. Il a tout misé largement sur sa consommation électrique, sur les barrages hydroélectriques. Et en 2021, il s'est retrouvé avec des barrages quasiment à vide. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui se sont mis en œuvre autour de la question de l'eau pour servir des éléments, pour servir un besoin énergétique, pour servir un besoin alimentaire et pour servir un besoin derrière de production, de systèmes de consommation. Et quand on commence déjà à comprendre ça et que tout est imbriqué, eh bien, on commence à comprendre parce que derrière, aller chercher du charbon, on a besoin de grands cuvelages d'eau. Si vous avez un pays qui vit une sécheresse, il ne pourra pas utiliser ces mines de charbon. Même pour faire du fracking, vous savez, derrière la manière dont on fait de la fracturation hydraulique, où on essaye de développer ça massivement aux États-Unis, il faut injecter de l'eau avec derrière des billes de microparticules, peu importe comment ça se passe, une dizaine de produits chimiques dedans, peu importe si ça s'infiltre derrière. En fait, on n'a jamais vraiment réfléchi. Et donc, je crois que vraiment, il y a tout à mettre en œuvre. En tous les cas, il y a des endroits où il y a des dévastations bien pires que dans d'autres. Ça, c'est sûr. On peut peut-être grader entre ceux qui respectent un peu mieux et ceux qui ne respectent pas du tout. Par exemple, dans certaines zones, vous pouvez retrouver aux États-Unis, on réinjecte les eaux usées sans aucun traitement dans les nappes. On se dit, c'est le sol qui nettoiera. Voilà, 80% de la plupart de nos eaux usées et de nos déchets finissent dans les rivières et les fleuves du monde directement. Donc, en fait, on prend nos fleuves pour une poubelle et ça finit dans des océans. Et après, on se retrouve avec des zones anoxiques, des zones mortes où il n'y a plus du tout d'oxygène. Et ça ne nous fait pas pour autant réfléchir. C'est ça qui me semble dingue, c'est à quel point on devrait tous être en train de se réveiller, de se dire mais comment est-ce que... Alors, ici, je pense qu'il y a les meilleurs d'entre vous. Derrière, vous êtes tous impliqués. Mais on doit tous se réveiller et comprendre derrière les enjeux qu'on a devant nous. L'inflation du coton, ce n'est pas pour dans 10 ans. En 3 ans, il n'y a plus de coton. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Tu veux compléter? Je complète, Emma, en effet, où je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'un pays modèle, malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir en citer un. Et je complète en disant qu'il faut faire aussi attention à l'interprétation des chiffres. Je veux dire, par là, on parle aujourd'hui beaucoup du pourcentage des pays qui recyclent. Alors, en effet, la France, on est très en retard. Hein.
On le dit, 1% aujourd'hui d'eau usée est recyclée en France. Nos voisins, 8 et 15%, l'Espagne, l'Italie. Et puis j'entends aussi l'Israël, je crois, il cite 60%. Attention, très très attention, l'interprétation de ces chiffres. Une eau recyclée est soumise à une réglementation avec une qualité d'eau attendue. Il ne faut pas oublier derrière que chaque pays va définir le niveau de qualité attendu. Donc ne nous trompons pas, c'est pas parce que Israël est à 60% d'eau recyclée. 20, je crois. Oh, c'est pire ou mieux, je sais pas. Du coup, comment on l'interprète? En effet, donc, on peut dire super pratique, super usage. Ok, mais peut-être attention à ne pas en déduire trop rapidement des conclusions sur ces chiffres. Peut-être pour rebondir, juste si on ne sait pas, en fait, on s'appuie sur ces modèles parce qu'on aime bien comparer. On a un système où on aime bien se dire, bon, est-ce qu'on est bon élève, est-ce qu'on l'est pas, où est-ce qu'on se situe. On nous a appris ça à l'école. Derrière, on est fait pour se comparer et voir la note de celui d'à côté. Donc, on fait pareil, sauf qu'en fait, c'est pas comparable. Derrière, on est en train de parler de pays arides à semi-arides, de pays désertiques qui, il y a 20 ans, étaient face à un mur et n'avaient pas le choix que de réutiliser leurs eaux usées. Donc bien sûr qu'on est en retard par rapport à eux, puisqu'on n'a jamais eu le problème qui s'est posé. Il faut le poser peut-être à l'envers et se dire, est-ce que ce problème-là, on l'a réellement? De quelle manière? Est-ce que c'est la bonne solution? Et pas oublier que ces pays ont décidé, parce qu'ils n'ont pas le choix, de mettre une grande partie de toutes leurs réserves énergétiques et de tout leur financement là-dessus, parce qu'ils ont bien compris que c'était vital pour eux et que sinon ils ne pouvaient plus continuer. Donc en fait, il faut toujours prendre un peu de recul et je crois qu'il n'y a surtout pas de solution miracle et il n'y a pas de coup de baguette magique. Ça y est, on va réutiliser nos eaux usées, c'est magnifique. Elles vont refaire un cycle, mais parfois cette eau usée, on en a besoin pour la rivière et si elle n'arrive pas en rivière, il n'y a pas assez d'eau et derrière, il y a quand même des poissons qui avaient besoin de cette eau un peu abîmée, mais en tous les cas, elle est là. Donc peu importe dans quel état finissent les poissons, derrière, il n'empêche que on en a besoin. Donc attention, ça marche bien dans les milieux insulaires parce qu'on a besoin de repousser le biseau salé, c'est ces entrées d'eau saline qui menacent tous les pourtours littoraux et c'est la plus grande menace qu'on a dans le monde. Regardons ce qui se passe en Uruguay, regardons ce que ça signifie une ville et un pays qui derrière boit de l'eau salée tous les jours. Il faut qu'on comprenne que derrière on a effectivement des problématiques et dans ces zones-là, essayer de moins prélever et de réutiliser les eaux usées, là c'est beaucoup plus pertinent. Mais attention, tout ne s'applique pas partout, il n'y a pas de solution modèle. Pas de solution unique, adaptée au territoire. Peut-être d'un mot, vraiment d'un mot très brièvement pour ouvrir l'océan. Il y a l'action des États, je n'ai pas d'État de pays modèle non plus. Et puis il y a l'action de la communauté des nations au niveau mondial. Il y a un certain nombre de négociations qui ont lieu. Il y a des rendez-vous qui vont venir sur l'océan. Je pense à l'UNOC qui va avoir lieu en juin 2025 en France. Et Emma, vous parliez de la COP21. Cet événement, il se veut à la hauteur de ce qu'a été la COP21 pour l'océan. Simplement, on voit qu'il y a un certain nombre de dangers qui sont devant nous. Est-ce qu'on va reproduire en mer un certain nombre d'erreurs qu'on a commises à terre avant qu'il soit trop tard? Les négociations qui ont lieu en ce moment sur les grands fonds marins qui peuvent être source de pollution irréversible pour la colonne d'eau nous laissent plus que dubitatifs et inquiets aujourd'hui. Donc il y a vraiment, et on le disait, l'action des États, mais au niveau international, des négociations qui ne sont pas gagnées d'avance. Donc a-t-on vraiment complètement tiré les leçons des échecs et des catastrophes précédentes? Visiblement non. A-t-on compris l'urgence qui est devant nous? A priori, pas complètement. Une dernière question juste là, avec le micro. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurore Friès. Je suis déléguée générale de la FENARIV. Alors, la FENARIV, c'est pas très connu. C'est la Fédération nationale des riverains et des utilisateurs économiques de l'eau, donc les industriels, entre autres. Donc, je vous remercie déjà pour votre témoignage. Alexandre, je compatis terriblement aux 14% de PIB avec l'océan parce qu'on a des informations cruciales sur lesquelles on n'arrive pas à engendrer du rebond derrière et des actions concrètes. Donc d'abord, un grand merci pour vos témoignages. Je voudrais rebondir par rapport à la question qui a été posée sur la réglementation. Est-ce qu'il y a une réglementation qui répartit les usages, qui va cadrer un peu les besoins entre les différents utilisateurs ? Alors, il faut savoir que depuis les années 1960, on a des lois cadres sur l'utilisation de l'eau en France. Elles ne sont pas très connues, malheureusement. Mais dans les années, précisément en 1964, la loi cadre sur l'eau a créé les agences de l'eau qui montent tous les 6 ans des programmes
d'accompagnement des acteurs économiques, notamment de l'industrie, mais aussi les campings et autres acteurs économiques. Ce sont des plans à 6 ans qui s'inscrivent depuis les années 2000 dans la directive cadre européenne qui vise à équilibrer les usages de l'eau entre les collectivités locales et puis les citoyens qui ont besoin d'eau potable, l'agriculture et les autres acteurs économiques. Donc, c'est pas très connu, donc je me permets cette intervention. Il y a les comités de bassin dans chacun des 6 bassins hydrographiques français qui articulent un dialogue parties prenantes avec une démographie qui est cadrée par des proportions de participants. Donc, ça peut intéresser certains d'entre vous. Et il y a notamment en ce moment le débat sur les 475 millions qui sont alloués au plan de sobriété hydrique, avec justement le titre de cette conférence, ce bien commun qui n'a pas de prix. Donc je suis assez intéressée, si vous avez un regard sur justement les constituants du prix de l'eau avec votre expérience, puisque c'est en débat aujourd'hui sur comment va-t-on allouer les fonds, la rehausse du plafond mordant, comment est-ce qu'on va accompagner là où il y a des vrais besoins pour qu'on ait justement ce que vous disiez, donc cette vision systémique, où sont les vrais besoins pour arrêter les tuyaux fuyards, pour avoir un vrai impact, en tout cas au niveau global, mais surtout au niveau France. Donc ça, c'est ma question. Et pour ceux qui veulent avoir des réponses sur les pays modèles, on travaille avec l'OIE, donc pareil, vous pouvez googliser l'OIE, donc l'OIO. Ils travaillent beaucoup là-dessus et on fait une intervention le 25 novembre sur tous ces sujets où on va faire du benchmark pour la réutilisation des eaux usées traitées en France avec les ministères pour voir où sont encore les verrous réglementaires pour aller plus loin dans une utilisation équilibrée des eaux. Merci pour cet apport et ce sera l'occasion pour vous de conclure cette table ronde avec cette question sur réglementation ou les constituants du prix. C'est un vaste sujet, la question du prix de l'eau. D'abord, pourquoi le prix de l'eau a augmenté ? D'abord, il a augmenté pour des raisons énergétiques, avant d'augmenter tout court. Ensuite, effectivement, on est face à des défis devant nous, et je vais même vous dire, je pense qu'on est face à un modèle à modifier, parce qu'avec beaucoup d'hypocrisie, derrière, on nous explique qu'il faut économiser l'eau. Mais l'eau paye l'eau en France. Si on économise 50% d'eau, ça fait 50% de moins sur la facture. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on n'avancera pas. Et moi, je l'ai vu auprès de collectivités qui étaient devant un mur. Il restait 3 semaines d'eau. Et elles m'ont clairement dit, mais moi, je leur ai dit, mais c'est simple, derrière, offrez à tout le monde toutes les solutions d'économie d'eau à l'échelle de la maison, de tous vos habitants. Vous allez voir derrière, vous allez diminuer par 2 derrière la consommation d'eau, vous aurez 2 fois plus de temps. On m'a dit, mais non, parce que vous comprenez, j'ai des marchés publics. Mais non, il faut que je paye derrière le fait de restaurer mes tuyaux. Quand je me balade en France aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles il y a des budgets qui sont prévus pour les 30 prochaines années pour restaurer les tuyaux. Dans d'autres, il faudra 300 ans. Donc en fait, on n'a pas du tout mis les moyens à la hauteur des enjeux pour régler les fuites. Quand on regarde Singapour, quand on regarde... là, on parle de modèles plutôt assez intéressants parce qu'ils ont pris ça à bras-le-corps, la question des fuites, ou derrière de l'Australie. Si on réduit le problème en mettant énormément d'argent tout de suite, ça marche. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Et on reste encore dans un système pour le moment où on sait, on dit, on lance des petites campagnes de com, économiser l'eau, etc. Mais derrière, on n'a pas tellement envie parce que ça soutient un modèle. Donc, il faut que le modèle change, il faut que l'argent arrive d'ailleurs, il faut que décorréler l'eau derrière des tuyaux. Et derrière, il va falloir miser massivement sur le fait de préserver cette ressource à tout niveau, à l'échelle de quand elle est encore sous terre, au moment derrière où on la prélève, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'impact aussi carbone derrière sur ces pertes derrière. Donc en fait, il va falloir lui donner de la valeur, il va falloir la respecter, il va falloir respecter dans les terres cette eau verte dont on a dépassé la limite. Il faut respecter cette eau de nos rivières. Aujourd'hui, on a des pompages sauvages dans toutes les rivières de France. On a des ventes
on a des ventes de pompes comme on n'a jamais eu en France, de pompes sauvages. On fait ce qu'on veut. L'eau est sous nos pieds, elle nous appartient. Un des métiers les plus en vogue en ce moment, c'est d'être sourcier, parce que derrière, on va trouver de l'eau et on construit un puits, et puis personne ne le voit trop. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas les yeux et la main sur cette ressource en l'eau, tant qu'on ne comprendra pas que c'est un bien commun, tant qu'on ramènera ça à nous, dans notre individualité, et qu'on ne comprendra pas qu'il faut qu'on avance sur des territoires ensemble, on n'y arrivera pas. Voilà, après, je pourrais continuer sur le prix de l'eau, mais je crois que ça fera partie de notre débat. Merci. On peut ouvrir beaucoup de sujets. Merci beaucoup, Emma. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? Et on termine. Je partage, Emma. Tout est là, tout est dit. Quoi dire Voilà, je pense que, on l'a dit au départ, il faut tous se sentir concernés dans nos actions que nous faisons tous. Et n'hésitez pas à poser aussi la question à votre voisin qui peut-être l'est un petit peu moins. Voilà, participez, vous aussi, chacun. Amélie, vous nous avez fait respirer, vous nous avez permis de prendre un grand bol d'oxygène. Il y a la mobilisation du concert des nations, il y a les États, il y a toutes les directives, il y a chacune des entreprises que nous représentons ici qui peut agir à son niveau, qui doit agir à son niveau. Et donc nous sommes en fait tous acteurs et aujourd'hui nous le sommes un peu plus grâce à Emma, grâce à toi. Merci. Merci à nos 3 intervenants passionnants. Merci beaucoup. Merci à vous, à votre présence active dans la salle. 2 questions, je vous laisse repartir avec 2 questions. Quelles sont les pépites pour vous que vous avez entendues à cette table ronde? Et quel élan ça vous donne et quelle envie ça vous donne pour la suite? Voilà les questions de réflexion pour vous. Merci.